Fin de la visite du président de la République en Inde, signature d'accord avec les investisseurs privés, ainsi que 4 rencontres au sommet avec Madame la présidente indienne ont été les temps forts de ce voyage de 3 jours. Bon point pour les organisateurs de la 12e édition du festival au désert et sa canne vient de prendre fin sur de bonnes notes. Les touristes ont afflué de partout pour goûter aux délices du Nord Mali. Signature du protocole d'accord entre le Conseil national des jeunes CNJ Mali et la coordination des associations féminines CAFO, c'est main dans la main que les jeunes et les femmes veulent travailler pour contribuer au développement du Mali. Samedi 14 janvier, bon week-end, bienvenue à tous à ce 20h. Le chef de l'État Amadou Toumani Touré vient de boucler sa visite en Inde. Durant 3 jours, de nombreuses activités ont été menées par le chef de l'État et sa délégation. Amadou Toumani Touré a rencontré des investisseurs privés, une rencontre qui, au finish, a abouti sur un lot de signatures d'accords. Par ailleurs, 4 rencontres au sommet entre ATT et Madame Pradiba Patil, couronnées par un dîner officiel aux couleurs Mali-Inde, ont mis fin à cette visite. Sori Ibrahima Keïta et Ibrahima Koulibaly, nos envoyés spéciaux, nous font le point. 4 rencontres dont 2 tête-à-tête en une journée entre Pratiba Patil et Amadou Toumani Touré. Cela vaut bien que les verres se lèvent à la santé des invités au banquet que Madame le Président de la République fédérale de l'Inde offre à son hôte du Mali. Tout se passe conformément à la tradition indienne. Un scénario, des actes, des séquences et un acteur omniprésent, le visiteur. Le président Touré, qui a très tôt affiché son admiration à l'Inde, aux vieilles civilisations et à son très réputé 7e art, devait réussir un parcours sans faute dans une mise en scène à la fois solennelle et d'inspiration qui s'impose à lui. Je suis très heureuse de recevoir en visite officielle mon frère Amadou Toumani Touré, dont le pays partage beaucoup de choses avec le mien. Des valeurs de civilisation de vieilles nations, le mouvement des non-alignés hier et aujourd'hui la démocratie, la culture de la non-violence et de la non-exclusion. Le peuple malien est reconnaissant et remercie son ami et frère indien pour le choix du gouvernement indien du Mali dans le Timéen, ce qui a permis de dégager des investissements très importants dans l'état de la population et ce qui a marqué un pas en moins de 5 ans considérable dans le développement du Mali. Pour le président de la République fédérale, la singularité de la soirée est à la dimension de sa satisfaction pour une visite tout aussi singulière d'un chef d'État malien en Inde. Elle, comme son hôte, reste fascinée par la ressemblance de leurs 2 peuples qui, au-delà de l'aventure héroïque rondement menée ensemble dans le mouvement des non-alignés, partagent aussi des valeurs et des principes, notamment ceux de la démocratie, de la politique courageuse, de la non-exclusion sociale, du bien-être du plus grand nombre. Raison suffisante pour que les 2 parties s'engagent solennellement à donner plus de vitalité à leur coopération. Voir, entendre et croire, tous les saints Thomas en ont eu plein les yeux à New Delhi. Le maître mot devra désormais s'appeler suivi. Et toujours en Inde, je vous rappelle que le chef de l'État était accompagné par son épouse, la présidente de la Fondation pour l'enfance, Madame Touré Lobo Traoré, était de la visite avec une délégation de la structure qui a signé des accords de partenariat, notamment avec Angélique International, promoteur de l'usine de tracteurs de Samaya. Pour plus de détails sur les actions de cette société en faveur de la Fondation, Sori Ibrahima Keïta a tendu son micro au délégué général de la Fondation pour l'enfance, Draman Ouattara.
cet accord. Donc c'est un soutien très important pour la Fondation pour l'enfance. Déjà, il y a 2 ans, Angélique, c'était peu après l'inauguration de l'usine des tracteurs, on avait déjà eu des échanges. Par exemple, ils nous avaient envoyé des équipements, beaucoup de moulins et des plateformes multifonctionnelles qu'on a déjà distribuées. Ils nous avaient envoyé également plus de 2000 kits scolaires pour les enfants. Et nous avions reçu ça avec beaucoup de plaisir qu'on a déjà distribué. Donc nous allons peut-être aller dans ce sens. Mais également, comme vous savez, la Fondation mène beaucoup d'activités et nous avons convenu que nous devions leur faire parvenir nos besoins de façon prioritaire. Donc l'accord prévoit la coopération dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation et même dans le secteur de l'enfance en situation difficile. Également, on a pris des contacts avec d'autres fondations et on a également visité une association qui s'occupe de la formation, de l'éducation, de la formation des aveugles. Globalement, la visite a été bonne, comme le président disait, pour le pays. Et également, nous, à la Fondation, nous sommes également satisfaits que nous n'avons pas fait le voyage pour rien. À retrouver dans nos éditions de demain la parenthèse touristico-culturelle du séjour présentiel en Inde. Au Mali, le festival au désert Essakan vient de prendre fin sur de bonnes notes, comme vous l'avez pu le constater tout à l'heure, sur votre télévision nationale. Une cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, qui avait à ses côtés le ministre de la Culture Amanian et celui du Tourisme Mohamed El Mokhtar. Une brochette d'artistes ont émerveillé le public par les chants et danses du terroir malien. Le Premier ministre a salué la bonne organisation du festival et a réitéré l'engagement du gouvernement malien à l'accompagner, suivant un extrait de son discours de clôture. 3 jours durant, en compagnie des amis du Mali, venus de tous les coins d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et même d'Australie, nous avons savouré les sonorités, les pas de danse, mais aussi admiré les objets d'art de ce festival. Un festival à ciel ouvert, un festival unique en son genre, ayant comme seule tribune et gradin les immenses dunes de sable qui parfois, comme des écrans géants, projettent au loin nos ombres et nos silhouettes dans la splendeur du clair de lune. Ici, le charme de la nature est irrésistible et insondable, autant que ce vaste Sahara. Nous avons également partagé avec nos amis à la Belle Étoile les plats et les spécialités de la cuisine locale. L'attrait et le charme de ce festival se trouvent aussi dans la thématique développée par nos musiciens autour du triptyque paix, unité, développement. Ce sont là les axes prioritaires de la politique du gouvernement malien, sous la haute autorité de son Excellence Amadou Toumani Touré, président de la République. J'en veux pour preuve les immenses efforts déployés ces derniers mois après la crise libyenne pour davantage sécuriser nos laborieuses populations, préserver l'intégrité territoriale, maintenir la paix et endiguer les conflits. Voilà, le festival d'Essakan qui est bel et bien terminé. Et à présent, que peut-on retenir de cette édition? La bonne ambiance avec à la clé la présence de milliers de touristes qui ont fait le déplacement. Une façon de montrer que le Mali, particulièrement Tombouctou, continue de séduire de plus belle. Et ce n'est pas les participants qui nous diront le contraire d'après nos envoyés spéciaux Alassane Suleiman et Chérif Moulay. Des dunes, de la fraîcheur, du soleil, des hommes, les chameaux et du spectacle, la 12e édition du festival au désert d'Essakan réunit tous les éléments pour réussir une fête. Les organisateurs et les acteurs du tourisme national ont usé de leur génie et les touristes sont bien au rendez-vous. Les personnes sont exceptionnelles. Les Maliennes et les Touaregs sont exceptionnels. Les amis touristes sont très bons. L'organisation est bonne. On va penser que nous sommes un désert, c'est une bonne organisation.
Moi, j'ai travaillé longtemps au Mali et j'ai pas vu encore le festival, donc je suis ici pour le festival du désert. Très bien, le site il est très bien, du côté de Tombouctou, tous les gens sont fort sympathiques, j'aime bien. C'est la deuxième fois, je suis venu ici en 2009 et aussi maintenant en 2012. Et c'est très intéressant, c'est vraiment très beau. Je viens avec ma voiture, je voyage de l'Italie avec le 4x4 et je l'attends moi-même. Et bon, c'est intéressant, c'est un voyage, un petit peu, il y a la musique, il y a la culture. Tombouctou et le Mali séduisent au-delà des frontières et du temps. Les restrictions de certains pays étrangers sur la destination Mali n'ont pas entamé l'estime des inconditionnels. La sécurité est bien présente et mesurée par les visiteurs. Le gouvernement malien, il a bien organisé la sécurité. Il est possible de voir beaucoup de militaires et des forces de police, donc je pense que tout est sécure. Et comment que les terroristes se combattent seulement vivant normalement. Non, on n'a pas eu de problème, tout va bien à date. Donc c'est ça qu'on trouve qui est bien organisé. Puis effectivement, sécurité, les gens sont sympathiques, donc ça va bien. Hein? Vous vous amusez bien? Oui, beaucoup. C'est très plaisant, vraiment. Qu'est-ce que vous allez dire aux Canadiens, aux Québécois? Qu'ils ont manqué un bon festival. Je fais Tanger du Maroc, Mauritanie, Sénégal. Je suis entré au Mali par Kai, Bamako, Douenza et Timbuktu. Et la première fois, j'ai fait par l'Algérie. J'ai fait Tamarasset, Borj Mokhtar, Gao, Tombouctou. Mais le Mali, c'est bon, non? Je suis venu normalement, pas de problème, pas de tout. Et depuis le début du festival, ça se passe bien? Oui, le festival, c'est une chose unique. C'est vraiment très beau, oui. Le coucher du soleil derrière Chamois et Dunes, voilà bien une des merveilles pour lesquelles les amoureux de Tombouctou braveraient plus d'un obstacle. 12 ans pour le festival au désert d'Essakan, la flamme est loin d'être éteinte. Tombouctou et le Mali continuent de faire rêver des hommes et des femmes aux quatre coins du monde. Et à Essakane, on notera la présence remarquée de la grande star du rock, chanteur irlandais, non moins ambassadeur de la paix, Bono, la figure emblématique du groupe U2. Alassane Suleiman a pu l'approcher. Il nous donne ses impressions, ses attentes et il nous parle aussi de ses missions et actions humanitaires à travers le monde. Bono de U2 au micro d'Alassane Suleiman. Le Mali est un pays spécial pour toute personne qui aime la musique. Si vous aimez la musique, vous devez respecter et essayer de comprendre le Mali. Le rôle du Mali dans la musique, dans l'histoire de la musique, du rock and roll, de la danse musique, du hip-hop, c'est une place capitale. C'est comme un Big Bang. Et toute ma vie musicale a une part au Mali. Alors, 3 jours à Tombouctou, au festival, les gens, comme vous le savez, plusieurs pays de plusieurs continents viennent ici, se rencontrent avec les populations locales. Malgré les difficultés sécuritaires, les gens sont venus quand même. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont restés, qui ont hésité à venir à Tombouctou, à ce festival au désert? Je suis en pèlerinage ici. La musique pour moi est sacrée. Je suis venu au Mali pour plusieurs raisons, mais la musique est la principale raison. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Bono est devenu un ami du Mali et de la culture malienne? J'ai beaucoup appris ici. Le courage extraordinaire des populations, leur bravoure, leur sens de l'espoir, leur lutte contre la pauvreté, l'injustice. Je suis un ami, un supporter des populations maliennes. Voilà, merci à vous Bono. Et toujours à Tombouctou, avant la cérémonie de clôture du festival, le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a procédé ce matin à l'inauguration de la salle de spectacle de 700 places de la région. 200 millions de francs CFA ont été investis pour la réaliser, un financement du président de la République. Le complexe représente un cadeau de nouvel an pour la jeunesse et les artistes de Tombouctou. Adama Djimde, correspondance. La salle de spectacle de Tombouctou porte désormais le nom de Ali Farka Touré. À travers la coupure du ruban symbolique, le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé vient de mettre à la disposition des autorités régionales cette salle de 700 places. Financée à plus de 200 millions de francs CFA par le chef de l'État, l'infrastructure présente toutes les commodités de production artistique. Le maire de la commune urbaine de Tombouctou a réitéré sa reconnaissance au président ATT pour ce geste.
votre passage à Tombouctou coïncide également avec l'inauguration de la salle de spectacle Ali Farka Touré, que son Excellence M. Amadou Toumani Touré, président de la République, a volontairement et gracieusement accepté de financer. Bravo. Qu'il trouve ici l'expression de notre sincère remerciement et de notre profonde gratitude. Que le 13 février 2011, Ali Farka Touré et Toumani Diabaté ont remporté le Grammy du meilleur album de musique traditionnelle lors de la 53e cérémonie du Grammy Award à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique, pour leur album Ali et Toumani. Avec Ali Farka Touré, le blues a repris le chemin du retour aux sources en Afrique, tandis que la calebasse prenait avec lui les allures d'un instrument de musique magique. C'est peut-être pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres aussi nobles, que le président de la République, le chef de l'État Amadou Toumani Touré, a décidé d'octroyer à toutes les populations, et singulièrement à la jeunesse de la région de Tombouctou, ce joyau architectural, rappelons-le, d'une valeur de 250 millions de francs CFA. Il comprend une salle de 644 places fixes et 100 mobiles, une scène fixe de 18 mètres de long, sur 10 mètres de large et 0,70 mètres de hauteur. 2 guichets, 4 toilettes, 2 coulisses, une buvette, un bureau pour le gestionnaire, une salle VIP et un équipement en son et lumière. Avec l'acquisition de cette salle, c'est un véritable ouf de soulagement pour les jeunes et les artistes de la région de Tombouctou. Quittons à présent le Nord Mali, direction la 4e région. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales y effectue une visite de terrain. Objectif, échanger avec les principaux acteurs à la base sur les problèmes que connaît l'école malienne depuis la rentrée scolaire 2011-2012 afin d'y envisager des solutions. Le ministre et sa délégation ont rencontré à ce sujet les enseignants des cercles de Massina et de Nyonou. Les précisions, c'est avec Amadou Ouattara et Massadoumia. Cette visite du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales dans les cercles de Massina et de Nyono vise essentiellement à venir expliquer aux acteurs de l'école tous les problèmes liés à son fonctionnement. Des problèmes qui, selon le ministre, sont facteurs de déstabilisation malgré les efforts consentis par l'État. Quand je vois tous les efforts qui sont faits par les parents, par l'administration, par les enseignants, par le gouvernement, pour que cette école-là aille toujours de l'avant. Il y a 10 ans, nous étions à 35% de scolarisation. Maintenant, nous sommes à 82% du taux de scolarisation. Et quand on mesure cela en termes d'investissement, ce sont des milliards et des milliards qui ont été investis dans la construction des salles de classe, dans l'achat de matériel didactique, dans la formation, le recrutement et le salaire des enseignants. À Massina, aussi bien qu'à Nyono, les enseignants ont exprimé les mêmes inquiétudes qui vont du remboursement des cotisations de l'assurance maladie obligatoire et surtout l'intégration des fonctionnaires des collectivités dans la fonction publique de l'État. Parmi ceux qui ont été intégrés, vous le savez bien, il y a certainement des gens qui n'avaient pas le DF, d'autres avaient le CAP, d'autres le BT, certains le baccalauréat, mais tous ces diplômes-là, ce ne sont pas des diplômes qui sont équivalents aux diplômes de l'IFM. Mais pourquoi le gouvernement accepte donc de les intégrer en tant qu'enseignants, en sachant qu'ils n'ont pas ces diplômes? Si on devait intégrer selon le diplôme, et ils ne seront pas intégrés. Dans ces 2 localités, le professeur Salikou Sanogo et sa délégation se sont rendus dans certains établissements pour s'enquérir des réalités et encourager les élèves pour une bonne année scolaire.
Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement est lui aussi en 4e région. La deuxième étape de cette visite dans la région l'a conduit dans la forêt de Kara, dans le cercle de Massina. Particularité de cette forêt, 32 hectares ont été complètement reboisés par les populations riveraines pour son renforcement et sa pérennisation. Fousseini Samake, reportage. L'intervention du projet d'appui à la politique environnementale a eu un impact certain dans la forêt classée de Kara, dans le cercle de Massina. Les 32 hectares reboisés dans cette forêt d'une superficie de 1774 hectares permettront de la pérenniser. En visitant cette forêt, le professeur Tchemogo Sangaré a demandé une implication de tous et de chacun à son niveau. Pour les partenaires GIZ, cette gestion participative est à encourager. Et surtout aujourd'hui, dans la forêt de Kara, on a vraiment vu qu'au bout de quelques années, on peut avoir des résultats très pertinents. Et ceci dépend d'un très bon accompagnement, mais surtout du courage de la population et de la conviction de la population pour la chose. À la différence d'ailleurs des autres villages que nous avons vus, c'est que les populations non seulement se sont investies pour planter les arbres, mais surtout ont mis en place un comité de surveillance qui est beaucoup plus actif. L'approche telle qu'elle avait été pensée devra continuer à être promue parce que c'est l'une des meilleures voies par lesquelles on peut arriver à restaurer et à conserver l'environnement. Depuis 2009, le projet d'appui à la politique environnementale œuvre pour la gestion durable et participative des ressources naturelles dans le cadre de la politique environnementale du Mali et la lutte contre les changements climatiques. Restons en 4e région, cette fois-ci avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djigiba Keïta, a visité les infrastructures sportives des cercles de Ségou, Nyono et Massina. Constat à Ségou, tout comme dans les autres capitales régionales, les stades ont besoin de tondeuses. Quant aux stades municipaux des autres cercles, une réhabilitation s'avère nécessaire selon la jeunesse de ces localités. Mohamed Diarra et Makan Djakité sont nos envoyés spéciaux. Le Mali a aujourd'hui besoin d'au moins une dizaine de tondeuses pour mieux entretenir les stades. Une tondeuse, c'est bien cet équipement qui permet de tondre le gazon. Le stade Amari Daou de Ségou souffre du mauvais état de ces deux tondeuses qui ne sont plus fonctionnelles. Autre difficulté non moins importante qui entrave le développement du sport en 4e région, c'est l'insuffisance d'infrastructures sportives. Elles sont même quasi inexistantes pour certaines disciplines comme le karaté, le hippisme, la pétanque et autres. Nous, on avait demandé 36 hectares pour en faire ça en champ hippique. Bon, on a pu avoir 12 hectares. Pour la sécurisation des espaces, j'ai dit partout que le ministère va s'employer à ce que les terrains qui nous appartiennent, eh bien, nous puissions les sécuriser en leur donnant des titres fonciers. Absolument. Donc ce message est valable sur l'ensemble du territoire national. Ces problèmes sont identiques dans les autres cercles et communes de la région. À Nyono, Bokiwere, Kolongo, Koussouka et Massina-Ville, l'état des infrastructures ne laisse personne indifférent. Les bâtiments de jeunesse de Nyono et Massina existent bien avant les indépendances, avec des branchements anarchiques. Les terrains de football sont impraticables pendant l'hivernage. Tous ces problèmes sont réels, reconnaît le ministre, mais Djigiba Keïta met l'accent sur l'investissement humain. À ce niveau, j'ai dit à la jeunesse aussi de compter sur elle-même. Parce que sur plein d'infrastructures, il y a vraiment des travaux que la jeunesse elle-même peut entreprendre. Que donc ce n'est pas la peine de tout attendre des bailleurs de fonds ou du département ou même de l'Assemblée régionale, qu'on voit que les jeunes sont intéressés à ce que leur terrain leur appartienne. Et pour cela, que les jeunes acceptent de mouiller le maillot. À ce moment, il y a beaucoup de chances que les différents partenaires viennent en aide à ces jeunes qui montreront par là même qu'ils sont désireux d'avoir un terrain viable. À ce moment, notre contribution ne manquera pas. Dans le cadre de la répartition des fonds d'assoutellement, le président ATT a remis à chaque collectivité la somme de 100 millions de francs CFA. Ce sont ces fonds qui sont investis pour réaliser le centre multifonctionnel de Séribala dans le secteur de Nyono. À Massina, les travaux d'exécution du centre d'accueil sont en cours. Des initiatives saluées par le ministre qui a sollicité les réductions des populations en faveur des aigles pour la CAN 2012.
Le comité de gestion scolaire de Diabolo dans la commune urbaine de Djenné vient de payer aux fournisseurs locaux plus d'1 million de francs CFA, une somme qui constitue la valeur des achats en produits. Je vous rappelle que ce paiement s'inscrit dans le cadre du projet pilote éducation achats locaux au titre de l'année scolaire 2011-2012. Yaya Bokoum, correspondance. La présente cérémonie officielle de paiement des fournisseurs retenue suite à l'appel d'offres lancé par le comité de gestion scolaire de Diabolo, commune urbaine de Djenné, relatif à la fourniture de 3,412 tonnes de vivres, soit 2,843 tonnes de riz et 0,569 tonnes de niébé, dont la valeur est estimée à 1 500 000 francs CFA au titre de l'année scolaire 2011-2012. Elle se situe dans le cadre du projet pilote éducation achats locaux, un projet financé par Catholique Relève Service, le programme alimentaire mondial et exécuté par Caritas Mopti, et qui a pour but d'améliorer la durabilité et l'efficacité du système de l'alimentation scolaire des enfants des communautés vulnérables de la région de Mopti. Le projet pilote achats locaux est conçu pour une durée de 4 ans. Il cible 30 écoles dont 12 pilotes. Il cible au total 7 826 bénéficiaires directs. Le ministre délégué en charge de la décentralisation qui présidait la cérémonie a rappelé que le projet pilote achats locaux s'intègre parfaitement dans le contexte de la décentralisation. La séance de paiement des fournisseurs, qui est l'étape finale du processus d'appel d'offres, est désormais une habitude de gestion transparente des achats, de vivre au profit de la cantine. Aussi, je voudrais encourager tous les acteurs, sincèrement Catholique Relief Service et le ministère de l'Éducation, à réfléchir sur les voies et moyens en vue de l'extension à l'échelle nationale du système des achats locaux de vivres. Le clou de la cérémonie a été le paiement sur chèque des fournisseurs à l'appel d'offres de Diabolo. Ainsi, le premier lot à Fatoumata Tangarak, le deuxième lot à Maïma Boaré et le troisième lot à Maïma Kouloubali. Au programme était inscrit la visite des infrastructures de l'école de Diabolo, entre autres la cantine scolaire, le bassin pour la pisciculture, l'école maternelle. Le partage du déjeuner avec les enfants dans leur cantine scolaire a mis fin à la cérémonie. Meeting d'information ce matin au stade du 26 mars sur le Code des personnes et de la famille. Une rencontre initiée par le Haut Conseil islamique du Mali. Au cours du meeting, l'institution a réaffirmé son adhésion totale au contenu du Code dans sa nouvelle version. Il faut noter que les fidèles musulmans ont saisi cette occasion pour faire des prières pour des élections paisibles en 2012. Amadou Sankari. La loi portant Code des personnes et de la famille est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Mali. 43 jours après l'adoption du Code des personnes et de la famille dans sa deuxième mouture par l'Assemblée nationale, nombreux sont les fidèles musulmans qui ont répondu à l'appel du Haut Conseil islamique au stade du 26 mars. Pour le bureau du Haut Conseil, après le vote de cet important document, il était tout à fait normal de rendre compte. C'est ainsi que tour à tour, les jeunes, les femmes et plusieurs autres responsables religieux se sont succédés au micro pour marquer leur adhésion totale au nouveau code. Je dire aux musulmans que le code tel qu'il a été adopté a toute notre adhésion. Et remercier aussi le chef de l'État pour cet acte combien historique qu'il a eu à poser et saluer aussi les députés pour leur courage et pour leur volonté de faire savoir encore et toujours qu'ils sont pour le peuple. Nous avons eu à expliquer et nous allons procéder, Inch'Allah, à des tournées pour expliquer dans toutes les régions, dans tous les coins et les recoins du Mali, ce code. Au cours de ce meeting, on a aussi prié pour la bonne tenue des élections générales. Nous avons nos préoccupations par rapport à des élections apaisées et que vraiment nous ne souhaiterions pas qu'il y ait des troubles dans notre pays. Nous demandons, nous prions pour qu'il y ait la paix dans notre pays et partout. C'est vraiment une occasion aussi pour lancer un appel à tous nos frères musulmans, partout où ils se trouvent, particulièrement dans le nord du Mali, pour leur demander vraiment de se joindre à nous pour pacifier ce pays. Après cette rencontre, le Haut Conseil islamique entend poursuivre cette activité d'information à l'intérieur du pays.
Maintenant, un mot de l'actualité politique très dense aujourd'hui. Nous commençons avec la cérémonie d'investiture du Rassemblement pour le Mali, RPM. Le RPM a investi cet après-midi officiellement Ibrahim Boubacar Keïta, candidat aux élections présidentielles de 2012. Devant ses partisans, IBK a expliqué tout le sens de sa candidature. Le reportage de cette cérémonie, ça sera dans nos éditions de demain. Et puis aujourd'hui, au Centre international de conférence de Bamako, l'association des amis de Soumeylou Boubèye Maïga a tenu un forum leader et Soumeylou Boubèye Maïga a fait taire les rumeurs relatives à son éventuelle sortie de l'ADEMA en vue de se présenter aux échéances électorales de 2012. Le chef de la diplomatie malienne, vice-président de l'ADEMA, a donc décidé de rester dans son parti pour lutter à côté des autres militants. Les détails, ça sera avec Aboubakar Maïga dans nos éditions de demain. Déjeuner de presse de la Convention africaine pour le renouveau, CAIR, c'était aujourd'hui. Les leaders du parti ont profité de ce cadre de détente pour présenter les meilleurs vœux du nouvel an à la presse malienne. Cependant, le clou de la rencontre était de présenter aux invités le projet de société de la CAR, un projet qui entend relever les défis dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'agriculture et surtout dans celui de l'emploi. C'est ce que nous dit Salimata Dao. Le Mali va faire face à de nombreux défis en 2012. La santé, l'éducation, l'économie, l'agriculture, autant de secteurs qui nécessitent des révisions. La Convergence africaine pour le renouveau, un jeune parti âgé de 2 ans, a fait ce constat. Un constat alarmant qui l'a stimulé à monter son projet de société. C'est à l'occasion d'un déjeuner que le projet a été présenté à la presse malienne. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'abord présenter nos vœux à l'endroit de la presse, ensuite présenter sommairement notre projet de société. Il faut reconnaître, après 50 ans d'indépendance, les Maliens ont beaucoup de défis à relever. C'est compte tenu de cela que nous avons proposé à notre société, au peuple malien, un projet de société dénommé Sambalagnon. Le Sambalagnon est une semence extraordinaire qui pousse rapidement. Et nous comptons semer cette semence dans le cœur des Maliens en vue de transformer, de modifier la société malienne. Nous entendons relever beaucoup de défis, le défi de la santé, le défi de l'éducation. Sur le plan agricole, on sait qu'il y a des problèmes, il y a vraiment des défis à relever. Il s'agit de financer l'agriculture, ensuite réformer l'agriculture même. Le parti Convergence africaine pour le renouveau est déjà implanté sur tout le territoire malien et accorde une place de choix au secteur de l'emploi dans son projet de société. Nous pouvons dire qu'avec notre principe, nous sommes presque dans tout le Mali, parce que nous, notre principe, c'est d'Antikani Baro, qu'on appelle concertation et conversation avec les Maliens. Nous disons que le programme que nous avons, notre projet de société, ne peut être amélioré qu'avec la participation de toute la couche malienne. Sur le plan de l'emploi, au Mali, ici, nous sommes presque aujourd'hui à 57% de chômage. Cela est dû à beaucoup de facteurs. On a formé plus d'employeurs et d'emplois. De deux, la formation, les étudiants sont formés à des profils qui ne sont pas demandés sur le marché de l'emploi. Pour remédier à ça, il serait normal de créer des écoles qui sont là pour le renforcement des capacités. Également dans nos écoles supérieures, il n'y a pas 1000 professeurs au Mali et il y a plus de 100 000 étudiants. Comme l'a dit le secrétaire général, avant d'aller aux élections, il faut d'abord avoir son projet de société. Celui de la CAR s'évaluerait à des milliards de francs CFA. Le 28 janvier prochain, la CAR dira qui va la représenter aux élections présidentielles de 2012. Et sur un tout autre plan, à présent, signature du protocole d'accord entre le Conseil national des jeunes CNJ Mali et la coordination des associations féminines CAFO. Un protocole d'accord qui a pour but de nouer un partenariat fécond en vue de contribuer au développement du pays. La cérémonie des signatures a eu lieu cet après-midi au siège du CNJ Mali. Fatoumata Kone, compte rendu. Le chômage des jeunes, l'emploi décent pour les femmes, la scolarisation des filles, la santé pour tous, la sécurité des biens et des familles sont les préoccupations de ces deux organisations, à savoir le Conseil national des jeunes CNJ Mali et la coordination des associations féminines CAFO. Pour résoudre ces problèmes, les deux organisations unissent leurs forces en signant un protocole d'accord. Le but, c'est d'œuvrer ensemble sur la base d'un partenariat en vue de faciliter et promouvoir l'échange d'informations sur les grandes orientations nationales du développement. Ce protocole d'accord est un acte exigeant, basé sur nos valeurs constitutionnelles
et coutumière. Il est né du strict constat que les femmes et les jeunes constituent le groupe majoritaire au Mali, marginalisé en ce qui concerne la gestion du pays. En décidant de travailler ensemble à travers ce protocole de partenariat basé sur la solidarité, l'entente et le respect mutuel, nous lançons un message fort à tous ceux qui œuvrent pour un Mali émergent à venir nous rejoindre. Il n'y a et ne saurait avoir un Mali sans les jeunes et les femmes. Ce partenariat n'est pas nouveau. C'était un partenariat tout naturel et très dynamique et très sincère. Nous l'avons entretenu des années. Mais je pense que c'est une maturité institutionnelle aujourd'hui entre les deux organisations qui fait que nous avons décidé de le formaliser parce que nous sommes dans des cadres formels de travail. Dans ce protocole d'accord, les deux organisations s'engagent à soutenir mutuellement toutes les activités de la société civile, à adopter une position commune face aux questions et enjeux d'intérêt national en vue de contribuer au développement de notre pays. Sortie littéraire, Mourir pour l'Azalaï, chronique d'une rébellion. C'est le titre d'un roman publié par les éditions Djamana. L'ouvrage de 290 pages est une œuvre de Noumou Ben Djakité, un vétérinaire à la retraite, actuel directeur du cabinet Sahel Consult. À travers ce roman, l'auteur met en exergue la richesse d'une culture confisquée par la rébellion dans une zone où jadis régnait la quiétude. La cérémonie de lancement du livre s'est déroulée ce matin. Écoutons l'auteur du roman, Noumou Ben Djakité, qui nous explique le choix de ce titre. Il est au micro de Agali Ag Aguissa. Je voulais un titre provocateur, mais aussi un titre réel tiré du terroir. Parce que l'Azalaï, c'est le, si vous voulez, c'est le mariage fécond entre le sel de Taoudéni qui quitte Taoudéni, qui passe par Tombouctou, c'est 750 km, qui va au sud, au niveau des zones comme Bankas et Koro, et en retour, le petit mille remonte jusqu'au niveau de ces zones-là. Donc, quand il y a eu la rébellion, cette chaîne humaine, mais aussi socio-économique, était morte. Sur les 16 personnages de mon roman, il y a certains qui sont essentiels, qui sont, si vous voulez, des meneurs pour la paix. Une bonne rébellion est toujours positive. Mais une rébellion avec du sang, c'est quelque chose de dangereux pour nous parce que le Mali n'a pas besoin que ses enfants s'entretuent. Il est bon que nous puissions nous retrouver tous autour de ces problèmes et que chacun puisse jouer son rôle. Nous, vétérinaires, nous avons l'habitude de dire que quand chacun fait son travail, les vaches seront bien portantes. Il faut que l'État assure la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est un devoir. De l'autre côté, nous avons obligation d'assister ces populations. Voilà, c'était là Noumou Ben Djakité, l'auteur du livre Mourir pour l'Azalaï, chronique d'une rébellion, et c'est publié par les éditions Djamana. Du sport dans ce journal, tenu aujourd'hui de l'Assemblée générale quadriennale du Comité national olympique et sportif du Mali. Habib Sissoko rempile pour 4 ans à la tête du comité. La session a également fait le bilan des 4 dernières années, marquées surtout par des performances notables, nous dit Khalifa Namatraoui. Plébiscite pour Habib Sissoko pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête du Comité national olympique et sportif du Mali, son 4e consécutif. Une confiance renouvelée des acteurs du sport malien à l'un des leurs pour ses efforts dans la consolidation d'un climat apaisé au sein des différentes fédérations sportives, la formation des athlètes, des cadres techniques administratifs, le développement des structures, la promotion du genre. Des résultats appréciables qui ont servi de bien lors de cette 6e Assemblée générale quadriennale. Dans les actions que nous avons menées, nous avons eu le souci de véhiculer l'idéal olympique et d'accompagner nos fédérations et nos groupements sportifs vers davantage de capacités de gestion et d'autonomie financière. Le quadriennal écoulé nous a donné des raisons d'être satisfaits. D'abord, Modibo Keïta conserve son titre de champion du monde de taekwondo en 2009. Nos cadettes conservent leur titre de championne d'Afrique de basketball.
Le sponsor Sotelma Malitel et Orange Mali et d'autres partenaires interviennent de façon significative dans le sport national. Le SONO bénéficie du statut reconnu d'utilité publique. Mais rien de cela n'aurait été possible sans l'accompagnement constant de son Excellence Monsieur le Président de la République qui, de l'acquisition de notre siège et de sa rénovation au récent appui conséquent pour l'organisation du 28e séminaire des secrétaires généraux des comités nationaux olympiques d'Afrique, a renforcé cet accompagnement. Un cas d'école pour certaines associations sportives du Mali minées par des crises de leadership à cause du non-respect des textes. Quand on appelle à la bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance à tous les niveaux. Donc moi j'ai dit, les fédérations sont à bonne école auprès du comité olympique parce que le comité olympique respecte ses statuts et tient ses instances à date échue. À l'issue de cette session ordinaire, le bureau sortant du comité exécutif du comité national olympique et sportif a été reconduit avec acclamation. Une preuve d'assiduité qui constitue en soi une pression pour relever les multiples défis auxquels le sport au Mali est confronté. Le président réélu appelle à l'union de tous. Sans vous, sans votre détermination, votre abnégation admirable et constante, nous n'aurions pas atteint ces résultats. Alors ensemble, en route pour ces résultats, vivement, nous les gagnerons, j'en suis sûr. Un événement heureux à la fin de cette assemblée générale, l'adhésion de la Fédération malienne de bras de fer sportifs au comité national olympique, portant à 21 le nombre d'associations ou fédérations qui lui sont affiliées. Et nous continuons avec notre série de présentations des équipes qualifiées pour la CAN 2012. Aujourd'hui, gros plan sur l'Angola et le Burkina Faso. Et c'est avec Isaac Tchemou. Tous les entraîneurs font des choix. Les Palanga Negras ont choisi de se préparer depuis le 28 décembre à domicile dans l'enclave de Cabina. Elles ont livré un match test d'application soldé par un nul de 0-0 à Abuja face au Nigeria le 12 janvier. Un second match test se négocie avec l'Afrique du Sud ou la Namibie. Les coéquipiers de Mononcho rejoindront ensuite Malabo en Guinée équatoriale où ils affronteront dans le groupe B le Burkina Faso le 22 janvier, le Soudan le 26 janvier et la Côte d'Ivoire le 30 janvier. Vidigal a convoqué 10 milieux de terrain dans son groupe. Le coach de l'Angola désigne clairement sa préférence tactique, le renforcement de l'entrejeu. En revanche, avec seulement 5 défenseurs de champ et autant d'attaquants, son pari peut se révéler risqué dans un secteur où les cartons se distribuent à l'appel. Les Palanga Negras éliminés en quart de finale de la précédente édition qu'elle organisait, l'équipe angolaise entend jouer cette fois sa carte à fond dans un groupe qui paraît accessible avec la Côte d'Ivoire en tête de série. L'Angola participera à sa 6e CAN de son histoire. Le Burkina Faso, éliminé dès le premier tour de la CAN 2010, a débuté sa préparation pour la CAN 2012 le 4 janvier au Cameroun. Paulo Duarte, le sélectionneur des étalons, avait convoqué 25 joueurs pour ce stage. Les étalons affronteront l'Angola le 22 janvier et la Côte d'Ivoire le 26 janvier à Malabo, puis le Soudan le 30 janvier à Bata. Rappelons que le Burkina Faso a solidement décroché sa qualification pour cette CAN à laquelle il participera pour la 8e fois de son histoire. Le Burkina Faso peut afficher de fortes ambitions grâce à l'une de ses plus prometteuses générations amenées par le rugueux milieu défensif de l'Olympique de Marseille Charles Kaboré, le roc défensif de l'Olympique lyonnais Bakary Koné, la patte gauche de l'Auxerrois Alain Traoré et les virevoltants ailier du stade de Rennes, Jonathan Putrapa. La meilleure performance des étalons est jusque-là une 4e place obtenue à la CAN 98 qui l'a abritée. Voilà, sport toujours, football toujours, mais cette fois-ci féminin. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, le Mali joue demain dimanche contre le Ghana. Avant leur match, Assa Soumaré a suivi l'entraînement des aigles footballeuses au stade du 26 mars à Yirimadio. Suivons ensemble. Après avoir participé à 6 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations et sans toujours dépasser le premier tour, l'équipe nationale féminine de football aura la lourde tâche de convaincre les Maliens pour ce premier tour éliminatoire face au Ghana. 23 joueuses sélectionnées se trouvent à l'internat depuis le 4 janvier dernier et la préparation se passe bien, affirme le sélectionneur national Ali Massal.
L'encadrement technique, conscient de l'enjeu, entend travailler pour mettre une bonne équipe en place. L'état d'esprit du groupe est bon et les atouts ne manquent pas. L'état d'esprit des filles aujourd'hui, c'est positif, tout va bien dans l'ensemble. Surtout le plus essentiel, c'était de ne pas avoir trop de blessés dans l'équipe. Et Dieu merci, actuellement, on n'a pas de blessés dans l'équipe. Donc toutes les filles se sentent bien, il n'y a pas de problème, je pense que tout va bien. Je crois que l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui, je crois que c'est au beau fixe. Honnêtement, c'est au beau fixe qu'elles sont vraiment prêtes à donner le maximum. Affronter le Ghana, une grosse pointure du football féminin en Afrique, n'est pas facile. C'est un match assez relevé. Il faudra avoir la volonté, la détermination et le mental. Dans le football, il n'y a pas de calcul. Nous avons fait nos préparations sur le plan technique, tactique, physique, surtout. Sur le plan moral, on a fait le travail sur tous les plans. Toutes les dispositions sont prises selon le président de la commission football féminin. L'équipe malienne n'est pas seulement les aigles hommes, mais il y a les aigles filles aussi. Celui qui aime les aigles hommes doit aimer les aigles filles. Et surtout, nos mamans, il faut les soutenir. Il faut beaucoup les soutenir pour qu'elles fassent mieux qu'on attend d'elles. À rappeler que 18 équipes sont en lice pour ce premier tour. Si le Mali passe le cap des Ghanéennes, il rencontrera le Cameroun au deuxième tour. En tout cas, les filles du coach Ali Massal sont prêtes à remporter cette première manche face au Ghana. Rendez-vous ce dimanche à partir de 16h au stade Omnisport Modibo Keïta. Et bonne chance à nos équipes. Ce journal est terminé. Je vous dis à demain, même heure, même plateau. Merci à nos téléspectateurs de Tombouctou. Bonsoir.